Et après, il faut se programmer. Est-ce que j'ai assez de valeur à mes propres yeux pour m'inscrire sur l'agenda? Il y a 24 heures, si je suis pas capable de prendre 20 minutes, une demi-heure pour moi, comment je vais transformer? Ça va pas se transformer. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Joëlle Romanet, somatothérapeute, enseignante, yogi et semeuse d'éveil. Bonjour Joëlle. Bonjour Thierry. Alors Joëlle, je suis ravi de te recevoir car tu es une femme au parcours profondément incarné, nourrie par l'introspection et un élan inlassable de transformation. Tu dis que c'est l'inattendu qui t'a guidé et en t'écoutant, on comprend que ta vie a été une suite de détours nécessaires, d'épreuves traversées et de rencontres qui t'ont révélé à toi-même. Ton histoire commence à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, au sein d'une famille modeste. Tu es conçue 40 jours après la mort d'un enfant, un frère que tu ne connaîtras jamais, mais dont la présence fantomatique pèsera sur tes premières années. Ce deuil non fait t'immerge d'emblée dans un environnement émotionnel difficile. Ton papa est bottier, artisan, discret mais travailleur, et ta maman issue d'un monde paysan, tous deux marqués par une difficulté à exprimer leurs émotions. Très tôt, ton corps se fait le porte-parole de ce qui ne peut se dire. À 17 ans, une douleur à l'oreille t'arrache au sommeil. Les médecins ne trouvent rien, alors tu pars en quête. Pendant 33 ans, tu vas explorer, expérimenter, rencontrer thérapeutes, psychanalystes, acupuncteurs, ostéopathes. Et l'inattendu t'attend toujours, dis-tu, et c'est comme ça que tu avances. À 23 ans, la mort brutale de ton compagnon te plonge dans l'abyssal. C'est un effondrement, mais aussi un tournant. Pour la première fois, tes parents se montrent présents, amorçant un lent processus de réparation. Tu trouves alors ta voie, redonner ce que tu as reçu. Tu te formes au shiatsu, à la phytothérapie, puis à la sophrologie. Tu ouvres ton premier cabinet à la Croix-Rousse dans les années 80. Mais rapidement, tu sens que le soin du corps ne suffit pas. Tu plonges alors dans l'inconscient par la psychanalyse, le transgénérationnel et les approches énergétiques. Chaque étape, chaque douleur devient une exploration, un apprentissage. Tu transformes peu à peu ces expériences en une méthode d'accompagnement unique, profondément ancrée dans le vécu. Transmuter la souffrance en mouvement de vie devient ta boussole. Aujourd'hui, tu vis en Ardèche, au cœur de la nature, dans un rythme plus apaisé, mais toujours engagé auprès de celles et ceux qui cherchent leur propre chemin. Tu partages ton expérience à travers ton écriture, tes accompagnements et ta méthode du toucher de l'être, fruit de toute une vie de cheminement. Joëlle, tu es un témoin de la transformation. Ton parcours est une preuve vivante que les blessures peuvent aussi devenir des portails et que dans le tumulte, il existe un chemin à condition d'oser rester debout et d'écouter ce que la vie chuchote ou parfois hurle. Bienvenue Joëlle. Merci beaucoup Thierry pour ce résumé, bien évidemment dans lequel je me retrouve, mais je te remercie tout particulièrement pour ton écoute parce que tu retraces vraiment bien l'essentiel, donc je te remercie. Merci Joël. Et précisément, avant de parler du sujet principal de ce podcast, qui est celui de la transformation, comme tu sais, j'avais envie de te faire réagir justement sur ce chemin que je viens en quelques minutes de retracer, mais qui, pour toi, représente de longues années. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que tu ressens en reparcourant ce chemin? Alors en reparcourant le chemin, je me dis que j'ai été vraiment très courageuse. Aujourd'hui, je reconnais mes mérites parce qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour faire le chemin intérieur. Surtout dès le début, il y avait pas forcément les aides, adéquates, donc j'avançais vraiment dans le flou. Mais j'ai toujours écouté cette voix intérieure qui m'a guidée et qui à chaque fois m'a permis de rencontrer les personnes pour me soutenir. Comme tu le sais, j'ai d'abord souffert, dans mon corps. J'ai pris soin apparemment, puisque ça avait l'air de se manifester au niveau du corps, j'ai pris soin du corps, mais ça n'était pas suffisant. Et j'ai compris que c'était pas mon corps qui souffrait, mais que c'était moi qui souffrais dans mon corps, quoi. D'où, le chemin avec la psychanalyse et les psychothérapies, engagées, que j'ai suivies. D'accord. On aura l'occasion évidemment de reparler de tout ça. Mais j'ai une première question que j'ai vraiment envie de te poser. C'est, tu dis que le corps, c'est un livre ouvert. Et donc, je me demandais pour toi, quelle avait été la première lecture corporelle qui t'avait vraiment transformé?
c'est un peu difficile de dire la première lecture, mais en tout cas, ce que j'ai appris grâce à la psychothérapie, c'était apprendre à me lire, apprendre à m'écouter, à écouter ce que je ressentais et c'était d'écouter au niveau de mon cœur, c'est-à-dire pas au niveau de mon mental. Je connaissais en partie mon histoire, mais c'était plutôt d'aller reconnaître comment cette histoire m'avait impactée et reconnaître vraiment ce qui avait été éprouvé. Donc ça a été d'abord un apprentissage pour faire cette lecture et puis plus je me mettais à écouter grâce à un écoutant qui m'écoutait, plus je pouvais prendre de la distance par rapport à la souffrance et me reconnaître dans cette souffrance, en fait, lui donner moins de consistance et du coup les douleurs physiques diminuaient. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est en allant m'écouter au niveau de mon âme, voilà, j'ai appris à écouter ce qui n'avait jamais été écouté et ça a été tout un apprentissage, ça s'est pas fait comme ça, quoi. C'était même ardu, hein. C'était ardu, parce que je savais pas nommer ce que je ressentais. Je ressentais des choses, mais je ne savais pas les nommer, puisqu'on m'avait jamais donné la possibilité de les écouter, de me mettre en présence, de les écouter et de les nommer. Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, en fait, la nécessité de prendre de la distance finalement pour, observer la situation, Oui, sa douleur en l'occurrence parce que quand on est dessus, on a du mal à la distinguer, à la reconnaître, à l'identifier quelque part et ce fait de prendre de la distance, du recul permet de mieux la voir. Ça paraît quand tu le dis assez évident, mais c'est intéressant en fait comme, technique. oui, parce qu'en fait, quand on est envahi par une souffrance, on ne voit qu'elle et on est sous son emprise. Pour pouvoir avoir de la distance, il faut qu'il y ait un tiers, puisque si, personnellement, on n'arrive pas à mettre de la distance avec quelque chose qui nous confronte ou qui nous blesse, eh bien, on s'identifie, on est devenu cette souffrance. Il y a pas de distance et il y a pas de différence. On devient ce qu'on sent et on croit vraiment qu'on est cela, donc on est identifié. Et puis il y a un tiers qui va commencer à nommer, à reconnaître le sujet que nous sommes et puis petit à petit, alors il y a quelque chose en moi qui se fortifie et je peux trouver un autre espace en moi pour faire la lecture de ce qui est en train d'émerger. Et c'est comme ça que la distance, elle se met. C'est pas une distance où je me tiens à distance. Je peux me rapprocher de la blessure parce que je suis devenue plus solide grâce au tiers qui m'accompagne. Alors Joël, tu sais, ce podcast, il traite de la transformation. On a vu que ton parcours est riche de transformation. Mmh. Est-ce que tu peux, avec nos auditrices et nos auditeurs, partager, toi, la manière dont tu as pris conscience finalement de cette possibilité de transformation et la manière, bah, justement dont tu as procédé, toi, pour trouver, ta voie, ton chemin? Alors le potentiel de transformation, j'ai besoin de redéfinir ce qu'est le potentiel. Pour moi, le potentiel, c'est la vie avec un grand V et je peux le dire aujourd'hui parce que les années ont passé. Elle m'a toujours soutenue, en fait. Longtemps, je me disais: «Mais d'où vient cette force pour tenir?» parce que je souffrais vraiment beaucoup dans mon corps et pourtant, il y avait un appui à l'intérieur, et ça, c'était une force de vie. Moi, aujourd'hui, en psychanalyse, on va parler de pulsion de vie, puis de pulsion de mort. Pulsion de vie, c'est-à-dire c'est ce qui me tient debout et puis la pulsion de mort, c'est là où je me suis contraint, restreinte, où j'ai tout retenu, quoi. Mmh. Et donc j'avais une très grande, pulsion de vie, sans le savoir à l'époque, mais en tout cas, il y avait une soif de guérir. Dans un premier temps, je ne souhaitais même pas transformer, je connaissais peut-être même pas ce mot. Ce que je voulais, c'était de ne plus avoir mal, quoi, voilà. Donc je voulais supprimer la douleur et finalement, j'ai compris au fil du temps que supprimer la douleur, ça rejoignait me supprimer moi-même, hein. J'avais au contraire à faire tout le chemin de me mettre en présence, à écouter ce que ça disait de mon histoire, de moi, là où j'avais pas été reconnue. Et c'est comme ça qu'un autre potentiel de vie, enfin un autre potentiel, c'est toujours le même en fait, mais il y a eu de plus en plus de force de vie qui m'était donnée, de plus en plus de consistance, de conscience et du coup, je pouvais à chaque fois aller un peu plus loin sur le chemin D'accord. de la transformation. Je transformais ma vie et ça me transformait et ça transformait le chemin, il devenait un peu moins difficile. Où j'avais plus de clés pour avancer. Et précisément, en fait, comment toi tu procédais pour, trouver le chemin, ton chemin à toi? En quelle, boussole tu as suivi? Qu'est-ce qui t'a permis finalement de t'orienter sur le chemin qui a été le tien? Déjà cette soif, bah, de guérir, hein, quand même parce que c'était pas viable autrement et je remercie vraiment la vie de tous ces rendez-vous avec les personnes qui ont été là. C'était vraiment des rendez-vous.
Aujourd'hui, je peux dire ça. J'ai toujours rencontré les bonnes personnes au bon moment, qui m'ont indiqué le bon thérapeute pour pouvoir prendre soin de ce qui se passait pour moi. Et comme m'a dit une amie récemment: «Évidemment, il y a des rendez-vous, mais toi, tu y étais» et ça, il faut être au rendez-vous. D'accord. Alors comment on fait pour être au rendez-vous? Bah, être attentif, donc il y avait les lectures, il y avait les gens que je rencontrais qui m'orientaient vers tel spécialiste. C'est comme ça que j'ai cheminé grâce à leur soutien. D'accord. Donc pour toi, les rencontres ont été, déterminantes? Les rencontres, les pratiques qui étaient proposées, aussi bien sur le plan corporel que sur le plan psychologique, que sur le plan de la profondeur de l'être. Donc toutes ces rencontres dans ces différents domaines qui m'ont soutenue Mmh. et qui, sont venues révéler à l'intérieur de moi qui j'étais. Tu as commencé un peu à déflorer le sujet des rituels, des habitudes, des pratiques que tu as mises en œuvre. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un petit peu plus? Mmh. Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours, combiné, associé les pratiques corporelles. Par exemple, dans mes habitudes, j'ai développé une très grande écoute par rapport à ce que comment mon corps me renseigne de mon état intérieur. Donc je peux adapter les mouvements qui lui conviennent. Et puis, j'ai appris beaucoup à écouter mon cœur, hein, qui est le siège de la conscience, en fait, hein. Je prends un temps de silence, d'abord pour me mettre en présence, en essayant de ne pas interpréter ce que je ressens, mais juste de ressentir ce que je ressens. Et puis ensuite, je compose avec ça. D'accord. Donc pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux peut-être décrypter un petit peu le processus par, étapes, en fait, pour, comment tu procèdes? Du coup, ça va rejoindre, la méthode que j'enseigne. C'est d'abord de se mettre en présence, mais pas en présence de ses pensées, pas en présence de son mental, mais d'abord être en présence juste avec ce que je ressens. Et ça, c'est pas toujours évident quand on l'a jamais fait. C'est, je suis présent, tiens, j'ai réagi à telle ou telle situation me contrarie et souvent le premier réflexe, c'est qu'on va d'abord penser que c'est l'autre qui a provoqué ça, que c'est l'autre qui doit comprendre quelque chose ou c'est l'autre que l'on va accuser. On va remettre en question l'autre. Alors c'est déjà de changer le regard, c'est-à-dire quel que soit l'autre que je rencontre, il provoque en moi quelque chose qui se réveille. Ça s'appelle une réaction. Donc il y a réaction. Mmh. Comment je réagis? C'est plutôt d'écouter comment je réagis. Tiens, je suis peut-être en colère ou au contraire, j'ai très peur. Enfin voilà. C'est déjà ne pas s'opposer à ce qui se vit dans la réalité de l'instant. Donc ça peut se faire évidemment après coup, hein, quand il y a eu une difficulté, un peu comme une introspection, le soir chez soi, on peut revisiter les scènes. Mmh. C'est d'être présent et écouter dans le corps où il y a une contraction peut-être. Là où ça s'est contracté, ou là où ça m'a dérangé, peut-être ça prend à la gorge, peut-être ça prend au ventre et à travers cette sensation, quelle perception j'ai de moi là? On appelle ça l'image sensorielle, hein. Peut-être je vois un enfant effrayé, peut-être j'ai 3 ans à l'intérieur de moi, quelque chose s'est réactivé. Bon, j'ai suivi pendant des années l'enseignement de maître Thich Nhat Hanh, qui est un maître bouddhiste zen et qui disait: «Dans ces cas-là, prenez l'enfant blessé et mettez-le sur votre cœur». Aussi simplement que ça, d'inspirer et d'expirer, ne pas se poser, ne pas vouloir trouver une solution, ne pas vouloir refuser ce qui contrarie, mais au contraire de faire corps avec et de reconnaître que ça m'anime, hein. Apprendre à se mettre en présence avec ce qui est Mmh. éprouvé, avec ce qui est ressenti et aussi être attentif à la dimension en nous qui est capable de voir cela. Justement, j'allais poser cette question parce que pour ceux d'entre nous qui ont pas nécessairement cette, capacité à cette pleine conscience, parce que parfois on est juste submergé par nos émotions Ah mais et on oui. n'a pas la capacité d'avoir ce moment de prise de conscience, de dire: «OK, là je fais une pause, j'arrête, je prends je fais un pas de côté». Donc pour ceux d'entre nous qui n'ont pas cette facilité, qu'est-ce que tu conseilles pour justement sortir du pilote automatique et de Mmh. reprendre, quelque part le contrôle? Sur le moment, c'est pas possible. Quand il y a un tsunami, quand il y a une tempête, quand ça réagit, c'est immédiat. J'avais lu un livre très intéressant sur, quelqu'un qui faisait de la recherche en neurologie, qui disait la réaction, elle dure 1 minute et demie dans le cerveau. On n'y peut rien presque, à part d'être un grand yogi, quoi, tu vois? Mais Mmh. Mmh. donc de toute façon, c'est comme ça. Par contre, ce que je peux faire pour mieux me connaître, c'est le soir, c'est de faire une introspection. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Comment j'ai réagi? Que représente pour moi cette personne qui est venue réactiver quelque chose? Ce qu'on appelle les projections, c'est-à-dire tout ce que je vais retrouver de moi à travers l'autre.
Mmh. et d'apprendre, c'est un apprentissage. Mmh. Mais au moins de prendre ce temps le soir, faire une petite introspection, peut-être d'écrire tout ce qui vient, ce qui remonte. C'est un entraînement. Plus ça va être fait, plus la conscience va être affinée de ce qui se passe. Apprendre à devenir maître de ses émotions, il faut déjà cesser d'être sous son emprise. Donc, ne pas vouloir, nécessairement combattre, les émotions, quand elles, Non, surgissent, laisser surtout pas. s'exprimer et puis en revanche, plus tard, quand le calme est revenu, Oui, tenter de comprendre ce qui s'est passé et rentrer en soi, donc faire cette introspection pour oui, essayer d'analyser, de comprendre. Peut-être la question que j'avais, c'est comment, favoriser en fait, l'émergence de ce moment d'introspection? Pour s'y mettre, parce que tu dis c'est un muscle oui. qu'il faut exercer, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut commencer. Il y a la première fois. Comment, se donner cette chance de le faire la première fois? Il faut le décider, en fait. Il faut vraiment le décider. C'est un choix de soi à soi. C'est un rendez-vous avec soi. C'est qu'est-ce que je veux de ma vie? Est-ce que je vais subir tout ce qui m'arrive ou bien je me mets en chemin? Pour répondre peut-être à l'autre question que tu avais posée tout à l'heure, dans les rituels, moi, la sophrologie m'a énormément aidée quand j'ai découvert que je pouvais être détendue à l'intérieur de moi, c'est-à-dire avec cette image, tu sais, c'est comme, l'océan s'est agité en surface, Ouais, mais il me faut un peu de temps, pour descendre dans la profondeur et si je reste en surface et en périphérie de moi-même, c'est pas suffisant de se dire: «Je me détends» pour que je puisse me détendre. On est d'accord, il faut faire quelque chose. Donc chacun doit trouver sa pratique, en fait. bien sûr. Pratique au niveau du corps. Déjà, si le corps se détend, l'esprit va déjà s'apaiser aussi et surtout, on va changer de niveau de conscience, hein. Ça on va rentrer dans d'autres ondes et il y aura une plus grande disponibilité, hein. Si on reste toujours à l'extérieur, puisqu'on vit dans une société où nos sens sont constamment sollicités, on est toujours à l'extérieur de soi et Ouais. là, c'est fermer les yeux, voilà, peut-être s'initier à la relaxation, pourquoi pas à la sophrologie Mmh. et après, il faut se programmer. Est-ce que j'ai assez de valeur à mes propres yeux pour m'inscrire sur l'agenda et de dire: «Ce soir, c'est pour moi». Il y a 24 heures, si je suis pas capable de prendre 20 minutes, une demi heure pour moi, ben, comment je vais transformer? Ça va pas se transformer, hein. Ça se bonifie pas avec le temps, cette histoire. Super méthode, Joël, merci de la partager. Donc j'essaie de la résumer, ne pas essayer de lutter, contre ses émotions, les laisser, s'exprimer. Deuxièmement, faire ce pas de côté et y revenir à un moment, plus calme et pour, je dirais générer ce moment de calme, déjà commencer à calmer le corps et le Mmh. corps calmé calmera l'esprit et une fois l'esprit, apaisé, le moment d'introspection, est plus accessible et Oui, donc la possibilité de rentrer en nous et aller chercher, dans les eaux profondes, le calme qui règne tout le temps en fait, oui, et mmh, qu'à la surface, effectivement ça peut parfois être troublé, mais que mmh. le calme existe toujours en nous et qu'on est en capacité de pouvoir le trouver. En tout cas, on va en prendre la direction, on va emprunter le chemin pour ça et le fait d'emprunter le chemin pour espérer retrouver la paix profonde, on va rencontrer aussi tout ce qui fait obstacle à cette paix profonde. Et là, c'est important de pas tenter d'interpréter ni d'analyser, juste de reconnaître, un peu comme on pourrait faire un état des lieux. Moi, je me sens souvent dans mes propres accompagnements personnels, quand je fais une introspection, mais quand je le propose aussi aux autres, un peu comme un scientifique qui sait pas. Si je sais à l'avance ce que je vais trouver, je vais projeter du connu sur de l'inconnu et donc je ne serai jamais ouverte à l'inconnu. Donc j'observe comme si j'ai un microscope électronique. Ah tiens, quand je me mets en colère, en fait, peut-être je vais découvrir que j'ai peur, enfin que j'ai pas confiance en moi, que je suis déstabilisée, puis tiens ça ah mince, j'ai glissé, on appelle ça un glissement, j'ai glissé sur cette mémoire de l'enfant blessé, mince, voilà. Mais c'est comme ça, en prendre soin pour pouvoir revenir à l'adulte en nous. Tu faisais allusion à ta méthode, hein, que tu as Mmh, développée au fil du temps, qui est celle du toucher de l'être. Est-ce oui, que tu peux, nous, partager un petit peu en quoi elle consiste, cette, méthode? oui. Alors déjà, c'est vraiment une approche, globale de la personne pour guérir, parce que j'ai guéri, de ce que représentaient ces douleurs de l'âme qui se manifestaient dans mon corps, on va dire comme ça. J'allais donc voir un thérapeute qui s'occupait de mon corps, un thérapeute qui s'occupait de mon esprit et puis je fréquentais une voie spirituelle pour essayer de trouver du sens. Mais c'était tout le temps séparé. C'était une période où on commençait déjà à accepter qu'il y ait des liens corps-esprit, mais là, on est dans une dualité, il y a que 2. En fait, on est ternaire, il y a une trilogie à l'intérieur de nous. Notre entièreté, c'est corps, âme, esprit. À partir du moment où on en exclut un,
Si j'exclus mon corps, non, mon corps m'intéresse pas, il y a que ma pensée qui m'intéresse, ou bien il y a que l'Esprit Saint qui m'intéresse et puis je veux pas faire de travail sur moi. Enfin, il y aura un moment donné, l'unité ne pourra pas s'organiser et quand cette unité est considérée, alors il y a un équilibre qui s'installe et la guérison peut advenir. Alors la méthode, déjà, c'est de considérer la personne qui me consulte dans cet ensemble. C'est-à-dire, elle est animée d'une force de vie. Cette force de vie, elle est conscience. C'est ce qu'on appelle la conscience suprême, la conscience universelle. Selon les traditions, on lui donne plein de noms, hein, mais pleine conscience, enfin voilà. Moi, j'aime bien garder la conscience universelle, cette énergie de vie qui fait pousser les arbres, qui s'occupe du mouvement des planètes. Tout ce qui se passe, du côté du vivant se manifeste aussi en moi et elle prend soin de moi. Donc déjà, j'honore cette force de vie et puis il y a le corps, bien évidemment, qui va devenir, dans cette approche, une porte d'accès à tout ce qui a été, retenu, tout ce qui a été vécu. Tout ce qui a été vécu est inscrit dans la matière. Hein, c'est-à-dire tout ce que j'ai éprouvé, que ce soit mes joies, mes peurs, mes craintes, mes bonheurs, mes souffrances de toutes sortes, c'est inscrit parce que je les ai vécues, elles sont incarnées. Alors c'est subtil, hein, ça va créer des micro-mouvements en permanence dans notre corps. Si par exemple j'ai beaucoup peur, mes surrénales vont être bloquées, mes reins, ça va pas être au top. Si j'ai beaucoup de colère, j'ai des inflammations au niveau du foie. Enfin, il y a des lieux dans le corps qui vont parler précisément de certaines émotions, de certains sentiments. Et donc, l'accompagnement va consister à écouter la mobilité des tissus, un peu comme en ostéopathie. C'est-à-dire, j'écoute comment ça respire, comment le grand souffle de la vie se manifeste dans le corps. Donc, c'est déjà de se mettre à l'écoute de ce mouvement et je vais repérer là où le souffle est restreint. Et là où il est restreint, ça veut dire que quelque chose est empêché. Et qu'est-ce qui empêche? Eh bien, il y a une trace, il y a quelque chose là qui est retenu. Donc, je vais faire une proposition avec un toucher très subtil, très délicat, parce que je tente pas de remettre un corps en mouvement, mais d'écouter la personne qui a pris corps, qui s'est incarnée là, hein, et qui dit quelque chose d'elle. Alors, avec une grande qualité de présence, je suis presque dans un état méditatif et je viens offrir cette présence qui ne veut rien pour elle, mais juste pour qu'elle, à son tour, puisse se mettre en présence avec elle-même. Et là, soit ça se détend parce qu'elle a assez de confiance dans cette proposition, dans ce contenant, ou soit vient se révéler à ce moment-là ce qui est inscrit et qui empêche à ce grand souffle de vie de circuler librement. D'accord. Et donc, quelle différence, pour un béotien, tu fais entre l'esprit et Mmh. l'âme? Alors, l'âme, c'est l'être sensible que je suis, ce qu'on appelle l'âme individuelle. Puis il y a l'âme universelle, cette grande vie qui me traverse, je vais aller la reconnaître. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'esprit avec un grand E, hein, dans la tradition chrétienne, on va appeler ça l'Esprit Saint. Chez les bouddhistes, on appelle ça la pleine conscience ou la conscience suprême. Enfin, selon les traditions, au Japon, on l'appelle le Chi. Mais cette force de vie, c'est elle qui me soutient et elle est intelligence. Voilà. Enfin, moi, j'ai envie vraiment de faire ça aux auditeurs, c'est d'avoir confiance en cette vie qui prend soin de nous à chaque instant. J'allais dire, et pour ceux qui, perdent un peu espoir, justement, tu dis que le souffle de vie ou la vie, prend soin de toi à chaque instant, mais parfois, certains d'entre nous sont vraiment dans des moments très difficiles et ça apparaît moins Ah mais clairement, en fait, évidemment, que la vie prend soin de nous à chaque instant. Donc comment tu réconcilies ça, en fait? de toute façon, si on reste dans le lien uniquement corps-esprit, on est dans une impasse, on va continuer à souffrir et en même temps, ça nous pousse à aller chercher un autre espace à l'intérieur de nous parce que c'est intenable. Effectivement, il y a des situations qui sont intenables et je pense que vraiment ça pousse à chercher ailleurs que dans l'esprit. L'esprit avec un petit E, c'est-à-dire le côté analytique, il en faut, ça c'est très important. Mais si je n'engage que ça, moi je me tiens à distance de ce que je ressens, donc je me coupe de moi-même, hein. Et souvent la souffrance, c'est tellement inconfortable que ça nous pousse à faire le chemin. Parce qu'au fond, chacun d'entre nous sait très bien que le bonheur, ça existe. Alors on a tous fait l'expérience, on va le chercher à l'extérieur, puis ça marche pas parce que c'est jamais un bonheur durable. Il Mmh. faut Mmh. renouveler Mmh. l'expérience. Et c'est ce que tu veux dire quand tu dis transmuter la souffrance en mouvement de vie, c'est ça? C'est faire levier de cette souffrance finalement pour, se rendre plus Mmh. disponible à la vie? Alors, plus je deviens conscient de ce qui m'anime, plus la conscience elle-même, cette force de vie va prendre place. Et c'est elle qui transmute, c'est pas moi. C'est pas moi, je peux pas transformer. C'est parce que je me mets en accord qu'il y a un troisième élément qui arrive, c'est la vie qui arrive, c'est un nouveau souffle. Je vais donner un exemple que j'aime bien, je crois que je l'ai même écrit dans mon livre.
Donc je suis à la campagne et j'ai un jardin et puis on a un compost et le compost, je vais faire cette analogie, c'est-à-dire nos déchets, alimentaires, si on les met de côté, juste de côté, ils vont pourrir. Mais si j'en prends soin, que je mets un peu de carbone, un peu d'azote, je fais juste ça. Là, il y a une transmutation, c'est-à-dire le vivant s'en occupe et ça devient une terre, mais magnifique. Si j'en prends pas soin, ça pourrit. Bah, c'est un peu pareil avec nous. Si je mets les choses de côté, ça va pourrir et comme ça va pourrir, ben, ça va être intenable. Donc je vais me mettre en chemin. C'est l'appel de l'être, en fait, à l'intérieur de chacun. Voilà, c'était pas à l'extérieur, c'était pas en supprimant la souffrance, mais c'était en l'accueillant que je me suis accueillie et que j'ai découvert une autre part de moi, non affectée par la souffrance. Une autre question peut-être, c'est celle de ton impact. Quel impact tu dirais que ta transformation à toi a eu dans un premier temps sur toi-même, mais aussi sur les Mmh. autres autour de toi? Sur moi-même déjà, la progression, hein, plus de souffle, plus de mobilité dans mon corps, donc déjà, ça transformait déjà beaucoup ma vie, plus en Mmh. confiance et puis maintenant que le chemin une très grande partie du chemin a été faite, le changement, il est pour tout mon entourage, pour toutes les personnes que j'accompagne depuis bientôt 40 ans. Je les vois se transformer et à chaque fois je me dis: «Bah, le chemin c'était pas pour rien, c'était aussi pour accompagner les autres». Bien sûr. OK. Pour quelqu'un qui, en est vraiment au tout début et qui, voudrait prendre les premiers conseils pour commencer à entamer son propre chemin de transformation, personnelle, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Eh bien déjà d'écouter l'inconfort, parce que l'inconfort nous pousse à trouver le confort et d'honorer cet inconfort, d'écouter le besoin qu'il y a derrière. C'est-à-dire, je veux m'en sortir, je veux atteindre un apaisement, enfin, quel que soit l'objectif de ce que je veux atteindre, eh bien, il est important de l'honorer parce qu'en l'honorant, vous vous honorez. Ça, c'est vraiment la 1re chose et puis honorer le souhait, le désir de vivre plus en accord, hein, plus en adéquation avec soi et puis ensuite faire une démarche. Il y a un pas à faire, hein, à aller sonner quelque part. En tout cas, il faut faire un pas. Je peux pas changer l'autre, je peux pas changer le monde de toute façon. Je peux me changer moi-même Mmh, et comment je fais? Bah, je sais pas faire, bah, je vais aller chercher du soutien. absolument. Saint Augustin: «Avance sur ton chemin car il n'existe que par ta marche». Ah bah, c'est sûr, hein. D'accord, donc il faut pour commencer le chemin, il faut faire le premier pas. Ah mais oui et ce 1er pas, c'est un élan de vie déjà. C'est j'aspire à autre chose. Je sens bien que je suis née pour autre chose et comme j'aime le dire, l'inattendu nous attend. Excellent. À quoi ça ressemble la suite du chemin pour toi, Joël? Est-ce que tu l'as imaginé? Le chemin, je le suis pas à pas et à chaque instant, j'ai envie de dire. Et puis, c'est comment ça m'inspire. Je peux pas dire dans 2 ans ce que je ferai, ça, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, mon désir ardent, c'est de continuer, à prendre soin des gens. Je continue, bon, j'ai 67 ans, donc je lève quand même le pied, mais j'aime beaucoup transmettre. Donc, j'anime des sessions, des retraites de connaissance de soi et puis je continue à donner une initiation autour de la méthode du toucher de l'être. Voilà, ça c'est ce qui fait sens. D'accord. Ça a été le sens de toute ma vie, ça continue, et savoir comment ça marche surtout Oui, parce que comment on fait pour transformer surtout? Et qu'est-ce qui est à transformer? Et ça part d'où à l'intérieur de moi, la capacité pour aller transformer? Comment je vais participer à ma transformation? Un grand art en fait, hein. ouais. Et merci de nous avoir partagé, quelques manières de pouvoir se transformer, aujourd'hui qui viennent, s'ajouter, à l'ensemble, des autres, témoignages de ceux qui t'ont précédé sur ce podcast et qui, je l'espère, aident ceux qui nous écoutent à justement entamer ou poursuivre, achever leur transformation vers une version d'eux-mêmes Oui. qu'ils aspirent à être. Précisément, toi, est-ce que tu as une actualité ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager, une information qui te tient à cœur qu'on n'aurait pas évoquée pendant cette Et bien conversation? aussi pour, soutenir, des personnes en chemin de transformation, ils peuvent aussi se procurer mon livre qui s'appelle «Transmuter la souffrance en mouvement de vie» aux éditions Le Mercure Dauphinois. Je l'ai voulu enseignant, donc déjà ça peut soutenir et puis, bah, j'ai un site, ils peuvent aller voir aussi, les propositions et puis comme ça ils seront enseignés et soutenus. Exactement. On mettra toutes ces références dans les liens du podcast, évidemment. Alors, Joël, avant de se quitter, c'est pas tout à fait fini. On va, avant ça, mettre en place un petit jeu que j'appelle, les questions mitraillettes. Donc, l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prête? Allez, on va essayer. Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Alors, je viens de terminer L'or des rivières de Françoise Chandernagor, une belle trace de l'histoire de nos campagnes.
Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Moi, ce qui me plaît, c'est d'écouter le silence et le chant des oiseaux. Quelle est ta citation préférée? C'est une citation de Rumi qui dit: «La blessure est la fenêtre par laquelle entre la lumière». Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Guérisseuse. Comment commences-tu ta journée? Alors je commence toujours par un temps d'éveil corporel et un temps de méditation. Je prends 1 heure chaque matin. Quel talent aimerais-tu avoir? Bon, je suis un peu musicienne, donc j'aimerais être plus libre dans ma musique. Quelle est ta plus grande force? Ma foi, Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? la méditation, d'aller marcher dans la nature, nager, prendre soin de mon jardin et soigner les gens. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Ne rêve pas ta vie, mais vis-la. Quelles sont les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte? De l'eau, un peu de nourriture quand même et puis un livre d'un saint pour essayer de tenir sur une île déserte. Quel est ton meilleur remède contre le stress? De prendre un temps pour me reposer, faire un peu d'exercice physique, Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? que j'allais être soutenue. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? L'ignorance et la suffisance, Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? le courage que chacun a pour suivre sa vie, quoi. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? C'est de laisser une note d'espérance, comme une vibration Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? dans le chemin que j'ai emprunté. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Oh, j'aimerais faire du surf sur les vagues. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? Eh bien, bravo, tu as suivi ta trace. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Alors, il y a 2 personnes qui, pour moi, sont des modèles de transformation, dont une jeune femme qui s'appelle, Julia Boivin, qui a été handicapée dès la naissance et qui a vraiment transformé son handicap en mouvement de vie et aujourd'hui, elle a même, créé une académie pour soutenir des professionnels autour du handicap. Pour moi, c'est un vrai modèle, de transformation et d'espérance. Et puis, il y a aussi Laurent Cussinet qui est un comédien qui aime se renouveler et qui a beaucoup de courage. Il a fait un spectacle, un one man show autour de la sexualité masculine et je trouve qu'il faut avoir beaucoup de courage pour être comédien, voilà, ce serait ces 2 personnes. Très bien. J'en ai 2, pas 1. Bah, c'est super, 2 c'est mieux qu'une. Mmh. Bravo. Et merci beaucoup, Joël, pour ton témoignage inspirant et authentique. Et bonne route et bon chemin. Plein de bonnes choses pour la suite de ce chemin. Merci beaucoup Thierry pour ce que tu donnes à entendre aussi et à partager. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Joël. Premièrement, apprenons à prendre de la distance vis-à-vis de notre souffrance. Observer sans s'identifier nous permet de ne plus être prisonniers de nos blessures et créer un espace intérieur propice à la transformation. Deuxièmement, face à ce qui nous bouleverse, posons-nous cette question essentielle. Vais-je subir ou me mettre en chemin? Choisir le mouvement, même infime, c'est reprendre notre pouvoir et devenir acteur de notre transformation. Troisièmement, apprenons à prendre soin de notre enfant intérieur blessé, non pas en le rejetant ou en le niant, mais en le portant symboliquement sur notre cœur. Cette tendresse envers nos fragilités passées est une force qui peut nous réconcilier avec nous-mêmes. Quatrièmement, donnons-nous suffisamment de valeur pour nous inscrire à notre propre agenda. Se réserver du temps, s'accorder de l'attention, c'est reconnaître que nous méritons d'exister pleinement dans nos vies. Et enfin, rappelons-nous que la transformation intérieure n'est pas un sprint, mais une longue marche, une progression faite de patience, de curiosité et d'amour de soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.